Bonjour à tous. Donc nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qu'on appelle la sélectivité d'une réaction. Donc on va voir un petit peu à travers les exemples ce que cela signifie. Alors, prenons un petit exemple. Ici, vous avez un composé dit polyfonctionnel, donc on a commencé à les voir juste avant que l'on parte en confinement, qui possède plusieurs groupes caractéristiques. D'accord ? C'est le cas ici, c'est le cas ici. Le para-aminophénol, par exemple, ou le 3-méthylx4N1-ol, où on a la fonction hydroxyde ici, ainsi que la fonction alcène ici. Donc ici, les deux sont mélangés dans le titre. Et puis, nous avons cette molécule-là, qui possède deux groupes caractéristiques. Donc ça, c'est les deux questions que vous devez faire. Donc je vous laisse faire pause, puis revenir pour la correction. Donc ici, on va retrouver plusieurs groupes caractéristiques. Donc le groupe amino, ici. Un groupement amine. On retrouve le groupe hydroxy, ici. Et bien sûr, le groupe acide carboxylique, ici. Donc ici, on a trois groupes. Comme vous le savez, quand on veut nommer une molécule avec trois groupes, il va falloir donner des priorités. Or, on sait que dans ces cas-là, l'acide a toujours la priorité numéro 1, et puis l'hydroxy est avant le amino, mais de toute façon, ce qui compte, c'est seulement le premier. Donc ici, il va s'agir d'un acide, donc lorsqu'on veut le nommer, on va tout simplement le nommer en tenant compte de sa fonction principale, ici l'acide. Et donc, on va se retrouver ici avec de l'acide, 3 aminos, donc on les met par ordre alphabétique. Donc 3 aminos, donc pour dire ici on est bien sur le 3, 2 hydroxy, puisqu'on est bien sur le deuxième carbone ici, et la chaîne principale qui fait 4 carbones, donc c'est de l'acide butanoïque. Voilà pour le nom de cette molécule. Bon, ça permettait de réviser un petit peu. On nous demande maintenant la formule brute du para-aminophénol, donc ici c'est le C6H7NO. Donc, on vous explique ici qu'en synthèse organique, on utilise souvent des composés polyfonctionnels. Ainsi, lors d'une réaction chimique, les différentes fonctions d'une même molécule sont susceptibles de réagir. On n'a pas qu'un seul groupe, donc il va falloir s'assurer que ce sont les bonnes choses qui se passent. Pour ne faire réagir qu'une fonction de la molécule polyfonctionnelle, on utilise un réactif qu'on appelle chimiosélectif, qui réagira préférentiellement avec une des fonctions de la molécule. Prenons un exemple que vous avez vu en contrôle d'ailleurs. On prend la synthèse du paracétamol. Donc on part ici de ces deux molécules, ces deux réactifs. Et ici, on voit que l'on a deux possibilités. Soit le O du groupe hydroxy vient se connecter ici sur le réactif, sur le deuxième réactif, soit c'est le double liant du N qui vient se connecter dessus. Lorsqu'on regarde le résultat ici, on va s'apercevoir facilement que c'est bien le N qui vient se connecter et non pas le O ici. Donc, ce réactif est chimiosélectif. Il ne va pas se connecter des deux côtés. Il va privilégier ce côté-là. Je vous laisse répondre aux quelques questions qui sont en dessous, puis on revient. Bien, donc ici on nous demande de repérer site accepteur dans la molécule d'anhydride acétique. Donc l'anhydride acétique, il est ici. Donc les sites accepteurs, eh bien, on en a deux. C'est essentiellement ici et ici, à cause des delta+, qui sont présents ici, liés à l'attraction des oxygènes de chaque côté ici. Donc, deux sites accepteurs, et ensuite, donc le para-aminophénol de l'autre côté, celui qui est ici, va venir se connecter sur cette molécule-là. Donc au vu des produits obtenus qui est la fonction du para-aminophénol privilégié par l'anhydride acétique, eh bien on l'a vu, c'est la partie azote, puisque ici on voit bien lorsqu'on regarde le produit, ici, que c'est l'azote qui s'est connecté à une partie de l'anhydride acétique. Quel est le nom de l'autre produit? Donc ce produit ici. Donc ici, il s'agit
vous l'aurez reconnu, hein, de l'acide éthanoïque, comme d'habitude, qu'on appelle aussi l'acide acétique. Et enfin, donc lorsqu'on fait réagir du permanganate de potassium sur du 3-hydroxybutanal, on obtient la molécule suivante. Le permanganate de potassium est-il chimiosélectif? Pour répondre à cette question, eh bien, il faut d'abord donner la formule du 3-hydroxybutanal. Donc, cette formule du 3-hydroxybutanal, la voici. Et donc, on va zoomer un petit peu dessus. Donc ici, on retrouve bien les 4 carbones du butane, la fonction aldéhyde OH donc à la fin, et sur le 3, donc sur le troisième carbone, 1, 2, 3, on retrouve la fonction hydroxy. Donc lorsqu'on compare maintenant ça avec ce que l'on a comme résultat après réaction, eh bien on s'aperçoit ici que le groupement OH s'est transformé en double liaison O et que le H ici s'est transformé en OH. Donc le permanganate a agi à la fois sur la fonction hydroxy et sur la fonction aldéhyde. Donc celui-ci n'est pas chimiosélectif. Voilà tout simplement. Donc on dit qu'une réaction est sélective, donc ça c'est bien ce qu'il faut retenir. Une réaction est sélective lorsque parmi plusieurs fonctions d'une même molécule, l'une d'elles réagit préférentiellement avec le réactif considéré. On dit que ce réactif est chimiosélectif. Donc ça c'est une réaction qui est sélective. Alors, le choix du réactif ne dépend pas toujours de la sélectivité ou la non-sélectivité d'une réaction. Les conditions expérimentales peuvent aussi intervenir. Alors, c'est ce que l'on peut voir sur l'exemple de droite ici. Vous voyez, dans le cas de cette réaction, si on ajoute de la soude, donc les ions HO- qui sont là, ils vont préférentiellement à 25 degrés venir agir sur la fonction ester et vont venir arracher le CH2CH3 auquel ils vont rajouter un OH et venir enlever, partir en laissant un électron ici sur le O, donc le laisser transformer en ion. Par contre, la fonction OH, elle, n'est pas affectée, la fonction hydroxyle. Par contre, si l'on se place à 100 degrés, eh bien, on s'aperçoit que cette fois, la fonction hydroxyde vient aussi être transformée, donc transformée, ionisée. Donc le OH se transforme en O-, ainsi que la fonction ester. Donc ici, c'est la température qui va affecter le résultat. Alors si une réaction est chimiosélective et qu'elle l'est d'une façon qui nous arrange, eh bien c'est parfait. On va pouvoir l'utiliser en tant que tel. Malheureusement, c'est rarement le cas. Généralement, il va y avoir plusieurs possibilités de réaction, et même si l'une est favorisée par rapport à l'autre, on pourra rarement empêcher l'autre de se faire totalement. Donc dans ces cas-là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle de la protection de fonction. Protéger une fonction, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire prendre une fonction, lui rajouter quelque chose qui va faire que lorsque le réactif arrive, eh bien, il ne pourra pas réagir avec ce groupe fonctionnel. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on va enlever ce groupe fonctionnel. D'accord? Donc ici, c'est ce qui est résumé dans cette partie-là. Donc, la protection consiste à transformer temporairement le groupe fonctionnel en un autre groupe fonctionnel qui, lui, ne va pas réagir. On appelait ça le groupe protecteur. Alors ce groupe protecteur, il doit avoir certaines caractéristiques. Donc tout d'abord, il doit réagir sélectivement avec la fonction à protéger. Forcément, il faut qu'il agisse seulement sur la fonction qu'on veut protéger. S'il va protéger autre chose qui ne nous intéresse pas, ou qu'on ne veut pas protéger, c'est pas pratique. Ce groupe protecteur, il doit être stable lors des réactions suivantes. Donc ça veut dire que vu ce qui va se passer après, il ne faut pas que ça l'affecte. Il faut qu'on puisse l'enlever facilement, une fois que la réaction est terminée. Et il va falloir qu'on ait un très bon rendement. Parce que, vous vous souvenez ce qu'on a dit pour les rendements, si vous avez plusieurs réactions qui s'enchaînent, le rendement global, c'est le produit des différents rendements. Donc si vous avez un mauvais rendement sur la protection, eh bien, vous allez avoir un mauvais rendement sur votre réaction.
Donc quand même beaucoup de conditions ici qui sont nécessaires pour comprendre, pour que ça puisse fonctionner au niveau de la protection. Alors par exemple, prenons un exemple ici, on a deux acides aminés. Donc les acides aminés sont toujours pareils, c'est-à-dire vous avez un côté avec une fonction amine et un côté avec une fonction acide. Forcément, lorsque vous présentez deux acides aminés l'un avec l'autre, eh bien vous avez deux choses qui peuvent se passer. Soit la fonction amine de celui de droite réagit avec la fonction acide de celui de gauche, soit c'est la fonction amine de celui de gauche qui va réagir avec la fonction acide de celui de droite. Les deux peuvent se passer. Et il n'y a pas de chimiosélectivité ici. Or, quand on veut rassembler des acides aminés, on va vouloir le faire dans un ordre précis. Et donc pour ça, on va devoir protéger des fonctions pour éviter que ça ne se fasse dans n'importe quel sens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger? Eh bien, prenons l'exemple ici, admettons que l'on veuille favoriser, assurer même que la réaction 2 a lieu et la réaction 1 n'a pas lieu. On va prendre cette molécule-là. Et sur cette molécule-là, on va aller protéger le groupement amine, donc l'empêcher de réagir, pour qu'il ne puisse plus réagir avec l'acide. Donc on vient mettre à la place d'un des hydrogènes un groupement protecteur 1. Ensuite, on veut aussi éviter que ce groupement acide-là aille se connecter avec un groupement amine de la même molécule, de celle-ci, deux versions de cette molécule-là. Donc pour ça, on va éviter ce problème en protégeant la fonction acide de ce côté. Donc ici, on va protéger la fonction acide. À la place de l'hydrogène, ici, on va mettre un groupe protecteur. Donc maintenant, lorsqu'on présente les molécules l'une à côté de l'autre, eh bien, ces deux parties ici, là et là, sont protégées. La seule réaction qui peut avoir lieu, c'est bien celle-ci. Et les molécules elles-mêmes, celles-ci, avec une autre du même type, ne peuvent pas se connecter non plus, puisque seuls les groupements acides peuvent se voir. Le groupement amine, lui, est protégé. Même chose pour cette molécule, si on avait deux versions de cette même molécule. Donc ici, on impose la réaction qui va pouvoir avoir lieu, et on s'assure que l'on construit la chaîne comme on a l'intention de le faire. Une fois que la réaction est faite, donc ici, la réaction est terminée, eh bien, il suffit d'enlever les groupes protecteurs et on va tout simplement remettre le H à la place. Et on a la molécule qui nous intéresse. Voilà un petit peu comment on va pouvoir utiliser de la protection et de la déprotection pour arriver au résultat. Donc, voilà un petit peu ce chapitre sur la chimiosélectivité. Donc, soit vous avez de la sélectivité naturelle, je dirais, de réactifs qui d'eux-mêmes, dans des conditions expérimentales données, se comporte comme on le désire, ou alors on peut utiliser de la protection et des protections, ce qui est le plus courant, pour s'assurer que les choses se font bien comme on a l'intention. Donc je vous laisse maintenant vous entraîner sur les exercices, et puis vous allez voir un petit peu comment on peut utiliser tout ça. Au revoir, merci.